on va parler avec nos 4 invités d'Uchronie technologique. Donc, même si je pense que quasiment tout le monde dans la salle sait ce que c'est, je vais commencer par rappeler ce que c'est qu'une uchronie. Une uchronie, c'est inventer un autre temps. C'est supposer que l'histoire prend une bifurcation dans le passé et imaginer le monde qui en découle. C'est en quelque sorte, c'est écrire au conditionnel futur, si je peux me permettre cette formule. C'est le fameux et si s'était passé ceci plutôt que cela. Alors le plus exploité du genre, c'est d'imaginer un monde dans lequel la Seconde Guerre mondiale aurait été remportée par l'autre camp. Ça a été abondamment abordé dans la littérature. Et donc ici, on va parler d'Uchronie technologique. Donc c'est imaginer ce qui se serait passé si les progrès des sciences et des techniques n'avaient pas pris le chemin qu'ils ont pris. Et dans ce domaine-là, il y en a aussi une, je pense, qui domine un peu le marché, en tout cas le marché de la science-fiction au sens large. C'est le steampunk, qui, en très gros, et on pourra éventuellement revenir sur une définition si on en a besoin, le fait que la révolution, disons, électrique et ou chimique n'a pas lieu, l'énergie reste extrêmement mécanique et thermodynamique, et la machine à vapeur est la machine qui domine le champ technologique. Alors pour parler de ça, on a quatre invités. Je vais commencer de gauche à droite. Il y en a une qui se cache. Donc Olivier Gechter est ingénieur et écrivain. Tu as écrit de nombreuses nouvelles. Un roman que tu qualifies toi-même, je crois, de fantastico-rigolo, qui s'appelle Évariste. Et ce qui nous intéresse peut-être plus ici, un cycle steampunk qui s'appelle Le Baron Noir, et qui est une véritable uchronie technologique pour le coup, et qui ressortira chez Mnemos début 2017, augmenté d'un 3e volume, n'est-ce pas? Et dans Le Baron Noir, on peut croiser Clément Adler, Gustave Eiffel, Jules Verne et d'autres, donc tu connais ton sujet. À ta gauche, François Jarige, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Toi, tu es historien des ouvriers, de l'environnement, des techniques du 19e siècle essentiellement. Tu as publié plusieurs ouvrages sur l'histoire des techniques, et peut-être celui qui est le plus en lien avec le thème, c'est La modernité des enchantés, qui revisite l'histoire du 19e siècle, en particulier sous l'angle du progrès et du charbon, c'est ça? À ta gauche, Sylvie Alouche, qui est philosophe, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Toi, tu t'intéresses principalement à l'avenir de l'humanité. Ah oui, c'est très simple. Au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, à tous ces enjeux qui sont liés au progrès et donc éventuellement à une uchronie technologique. Et pour finir, à ta gauche, donc à votre extrême droite, sans jeu de mots, je te la devais celle-là, Alain Damasio. Toi, tu es romancier, tu es célèbre pour le best-seller La Horde du Contrevent, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire il y a déjà une dizaine d'années. Cette année est paru aux éditions La Volte Le Dehors de toute chose, qui est un opus, je crois, assez engagé, hein, sur ou plutôt contre l'hégémonie du contrôle, entre autres du contrôle technologique, justement. Une autre chose qu'on peut signaler, c'est qu'avec Norbert Merjanian, tu étais commissaire de l'exposition de la Biennale internationale de Saint-Étienne sur l'avenir du travail. Et donc on attend un recueil sur ce thème à la Volte l'an prochain, donc il devrait aborder des questions qui sont connexes du thème de cette table ronde. Alors pour démarrer, je vais juste vous demander de réfléchir un petit peu sur donc pourquoi le steampunk, quoi. Pourquoi c'est cette uchronie technologique là qui remporte un succès, un franc succès. Pourquoi ce sont les machines à vapeur qui ont réussi à envahir le champ, alors qu'elles ont concrètement été remplacées par autre chose dans le vrai monde, quoi. Si je peux me permettre d'ouvrir le bal, juste parce que je suis à côté de lui. En fait, pour moi, je vais résumer en 2-3 mots, c'est la vapeur, c'est cool. Il y a une esthétique, on en reparlera à 5 heures pour ceux qui veulent revenir. Il y a une esthétique derrière qu'on ne retrouve pas vraiment avec un moteur électrique, même si on peut tricher en mettant des lumières vertes autour. Il y a un côté, le côté romantique du bricoleur qui peut fabriquer sa chaudière et qui peut, genre Adair et son moteur à vapeur, c'est un truc que ça ressemble même pas à un moteur à vapeur. Si vous regardez le moteur de son avion, c'est hallucinant, c'est un assemblage de tuyaux, on dirait un orgue. Et donc pour moi, l'esthétique fait que ça aide à accrocher. Et ensuite, pour le point de vue historique, c'est facile. Pas besoin de tricher beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'on ne s'intéresse pas à l'électrique, point, et on reste sur de la vapeur. On peut décider qu'on invente plus tôt, des choses comme ça. Alors que si vous voulez faire une uchronie biologique, là, ça commence à devenir très difficile à justifier d'un point de vue historique.
Bon, bah moi, je suis historien de service, donc je ferai une réponse d'historien. L'Uchronie, c'est vrai qu'il faut rappeler brièvement que c'est un genre qui émerge dès le 19e siècle. Notamment, l'un des premiers récits uchroniques, c'est sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830, c'est un auteur qui publie un texte qui imagine que Napoléon a gagné la campagne de Russie, et le monde, il instaure une sorte d'empire universel, et jusque dans les années 60-70, globalement, l'Uchronie est davantage un genre qui a à voir avec les grands changements de régime politique, les grandes bifurcations historiques dans l'ordre politique. Et à partir des années 60-70, pour le dire sans doute un peu très vite, surtout que je ne suis pas du tout spécialiste du steampunk, mais à partir des années 60-70, il me semble que voilà, il y a l'Uchronie technologique qui tend à s'imposer, à l'emporter sur les autres formes d'Uchronie qui dominaient auparavant le genre. Alors pourquoi ? Au-delà de la question esthétique, moi j'insisterai sur un autre aspect complémentaire, c'est qu'on est au moment où l'Uchronie technologique apparaît, c'est dans les années 60-70, le steampunk apparaît, enfin le mot apparaît avant je crois, mais se diffuse dans les années 80 assez fortement, les grands best-sellers du genre apparaissent dans les années 80, et je crois que c'est assez caractéristique d'un moment de désorientation du monde énergétique. C'est-à-dire que le steampunk ne peut pas être isolé des crises énergétiques des années 70 qui font qu'une multitude d'individus, d'acteurs, d'institutions, de pouvoirs politiques s'interrogent sur les trajectoires énergétiques en cours, sachant que la trajectoire du pétrole et du charbon apparaît comme, pour des raisons écologiques, environnementales et de finitude des ressources, apparaît comme non durable, et donc ça amène à s'interroger. Il me semble que les auteurs de science-fiction, l'une de leurs forces, c'est de toujours refléter dans leurs écrits, dans leur imaginaire, des préoccupations très vives de leurs contemporains. J'aimerais juste dire un dernier point, mais je serai très bref parce que sinon je vais être trop long. Un deuxième point qui me paraît important, quand on dit que la vapeur et le charbon ont disparu de notre monde, évidemment, il faudrait introduire une petite nuance. Il n'y a jamais eu autant de charbon. Il n'y a jamais eu autant de charbon, et les technologies du charbon n'ont jamais été aussi importantes dans le monde, y compris pour fabriquer de l'électricité avec des centrales thermiques. Et donc il me semble qu'il y a un point très important. D'un point de vue historique, on a tendance à penser l'évolution des systèmes énergétiques comme étant une sorte de succession de systèmes avec des transitions. On serait passé d'un régime énergétique avec le bois, à un régime avec le charbon, puis avec le pétrole, puis aujourd'hui avec le nucléaire ou le renouvelable. Ça ne se passe pas du tout comme ça d'un point de vue historique. On n'est pas dans une succession de transitions énergétiques. On est dans une série d'additions énergétiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant consommé de bois, de pétrole, de charbon, d'hydraulique, d'éolien qu'aujourd'hui. Mais les énergies, les différentes sources d'énergie ne se remplacent pas. Elles s'additionnent pour répondre à nos demandes énergétiques extrêmement en croissance permanente, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Donc, tu supposes qu'il y a une espèce de nostalgie, en fait, c'est-à-dire qu'on est peut-être revenu à la vapeur parce que le contexte énergétique était dangereux. Mais oui, je crois que... Et donc aussi, c'était mieux avant, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le moment où la vapeur et ses effets disparaissent, notamment du monde occidental. Disparaissent apparemment. Notamment, les pollutions urbaines liées à la consommation du charbon en ville tendent à diminuer assez fortement à partir des années 50-60. Il faut bien imaginer que jusque dans les années 50-60, les villes occidentales, en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, sont toutes extrêmement polluées par la combustion du charbon, pour les usages, pour le chauffage ou pour les usages industriels. À partir des années 60-70, on va avoir une dépollution des grandes villes dans le monde occidental, alors que dans le même temps, les pollutions vont s'accentuer dans le reste du monde, notamment la combustion du charbon. Donc, et c'est à ce moment-là précisément qu'apparaît le steampunk, c'est-à-dire une sorte de relecture un peu complètement fantasmée, mythologique de ce qu'était le charbon, y compris de ce qu'était le charbon au XIXe siècle, par des auteurs, par la littérature, par la science-fiction, mais aussi par des romans graphiques, par des illustrateurs. Et donc je crois que c'est un moment où le charbon est au cœur de toute une série de débats et suscite des fantasmes, des projections imaginaires qui vont aboutir à ce genre du steampunk. Alors oui, donc merci, c'était très intéressant. Je peux ajouter juste 2-3 choses. Donc effectivement, j'y avais pas pensé avant, mais si vous regardez comment fonctionne une centrale nucléaire, en fait, l'eau joue un rôle extrêmement important. Et alors, par ailleurs... Il y a des panaches de vapeur. Oui, voilà. Donc, le dernier endroit où on peut les voir vraiment. Oui, c'est une forme de machine à vapeur. Donc ça étaye complètement ce que vous venez de dire. Peut-être aussi, disons, une réponse qui serait plutôt complémentaire. J'aurais un peu envie de dire, mais on n'a pas vraiment d'autres machines. Enfin, ça développe peut-être un petit peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la science-fiction, comme on le dit souvent, c'est plutôt une technique fiction. Il y a des machines dans la science-fiction
Bon, on peut faire de belles machines avec de la vapeur, puisque une des spécificités de l'apparition de la thermodynamique, c'est la possibilité d'avoir une source d'énergie interne. Et voilà, et les machines, enfin, on peut, ça a été fait, faire des uchronies avec des technologies antérieures, mais c'est quand même beaucoup moins riche du fait des lois physiques qui sont en jeu que ce qu'on peut imaginer à partir des lois de la thermodynamique, de la vapeur, etc. Donc je pense qu'il y a aussi effectivement quelque chose de propre au type de machines qui sont engagées dans le steampunk, qui fait qu'on peut avoir cette fascination. Bon, moi j'ai... Alors ça me passe, ouais, ok. Moi ça m'a toujours... ce qui m'a fasciné, c'est la fascination des auteurs de SF sur le steampunk. C'est quelque chose que j'ai pas compris pendant longtemps, parce que j'ai pas du tout ce désir ni cette nostalgie. Mais il me semble que ce qui est à l'œuvre là-dedans, enfin ce que j'en comprends moi, c'est qu'on a un passage, et je pense que les années 70 effectivement est un seuil assez intéressant, c'est qu'on a un passage aux machines de troisième génération dans les années 70, c'est-à-dire que les machines informatiques deviennent les machines hégémoniques dans le monde occidental. Et avant ça, on a les machines de deuxième génération, et avant ça, encore au Moyen-Âge, on avait les marteaux, les faucilles, etc. Et l'avantage des machines de deuxième génération, le moment où il y a cette cassure et qu'on passe à l'informatique, c'est que l'informatique, c'est pour moi la machine triste, quoi. C'est-à-dire c'est la machine dont on ne voit pas le fonctionnement, dont on ne comprend pas le fonctionnement. Je pense que personne ici, à part 2-3 cerveaux hyper développés, comprend comment fonctionne un ordinateur, un circuit imprimé, etc. Et donc on nous remonte des cartes mères et on n'y pige rien, et c'est pas spectaculaire, et c'est pas intéressant, et surtout c'est pas charnel, c'est pas sensuel, c'est pas matériel. Moi je crois que ces machines de deuxième génération ont quelque chose de fabuleux, c'est qu'on a l'impression qu'on peut les modifier, qu'on peut les réparer, qu'on peut les empoigner, voilà, qu'on peut encore avoir la main dessus, quoi. Ce qui est plus du tout le cas avec les machines de troisième génération. Et je pense que, auteur de SF, on a peut-être cette nostalgie du moment où il y avait une intervention encore possible, humaine et visible sur la machine, qu'on perd aujourd'hui avec l'informatique, quoi. Alain, je te lancerai bien sur il y a une autre machine dans le steampunk qui est super fascinante, c'est le dirigeable, qui est d'ailleurs pas forcément à vapeur, hein. C'est vraiment l'objet dirigeable qui est très intéressant. Et toi, dans la Horde, tu développes une technologie, ta propre technologie, donc qui est, je ne sais pas si tu peux la qualifier d'Uchronie ou pas, autour du vent. Alors, qu'est-ce qui, dans les objets volants, alors donc le dirigeable ou éventuellement tes objets volants à toi, fascine et fonctionne? Moi, j'ai ressenti ça dans beaucoup de nouvelles que j'ai faites et dans les romans. C'est que on a toujours besoin d'une sorte de troisième dimension. C'est-à-dire qu'il y a une dimension verticale qui nous manque souvent en utopie. C'est-à-dire le fait de... Et c'est pour ça que les voitures volantes ont été d'ailleurs une des utopies les plus fréquentes et les plus récurrentes de l'histoire de la SF. C'est-à-dire que le sentiment qu'on n'est pas simplement des bipèdes sur Terre et figés sur l'asphalte. Et cette idée de donner une dimension verticale, je ne sais pas, moi je l'ai sans arrêt. C'est quelque chose, une sorte de pulsion qu'on a. Donc moi j'ai fait des vélos, c'est des vélos où tu pédales comme ça, et puis avec au-dessus une espèce d'aile delta qui te permet d'aller de tour en tour. Et les ballons aussi, je les utilise à des moments, donc le dirigeable aussi potentiellement, que je ne l'ai pas utilisé explicitement, mais je crois qu'on a besoin de cette espèce de circulation aérienne, on a besoin d'une dimension qui est une dimension vraiment du ciel, quoi, qui nous permette de nous arracher à cette espèce de contrainte de la ville comme espace plat et très oppressant, quoi. Moi j'ai toujours vécu la ville en tout cas comme un espace comme une prison à ciel ouvert, et le dirigeable vient nous sortir, vient nous arracher de ça. Donc c'est plus une dimension métaphorique, une sorte de psychisme ascensionnel à la Nietzsche où tu dois décoller, t'arracher, et au-dessus tu te mets à circuler dans ce que Deleuze appelle l'espace lisse, quoi. C'est-à-dire parce que le ciel est un espace lisse comme la mer est un espace lisse, c'est-à-dire un espace qui n'est pas quadrillé, qui n'est pas strié, qui n'est pas bloqué par les feux rouges, par les passages piétons, par les immeubles, par les bâtiments, etc. C'est un espace où tout d'un coup on te redonne du lisse, c'est-à-dire qu'on te redonne une circulation infinie, illimitée sur le monde. Et je pense que c'est ça qui fascine et qui... moi j'ai le sentiment, voilà, c'est très viscéral, mais d'une libération du désir quand tu passes dans l'espace du dirigeable, quoi, tu vois, et ça permet ça, quoi. Et alors de la même façon que la machine à vapeur a un avantage sur les machines qui lui succèdent, est-ce que le dirigeable a un avantage sur l'avion ou, il y a quand même un avantage incontestable, c'est que si on regarde bien toutes les découvertes de l'humanité depuis longtemps, on se rend compte qu'on aurait pu inventer le dirigeable
assez facilement, assez facilement, hein, parce que la manœuvre a été très compliquée à mettre au point. Mais déjà, l'envol par air chaud, les Chinois auraient pu l'inventer 1000 ans plus tôt que nous, il n'y a pas de problème. Quand on prend les premiers moteurs à vapeur, si on va vraiment à l'extrême, à Alexandrie en -300, les portes des temples s'ouvraient à la vapeur. Donc, et puis on a inventé des systèmes à air comprimé qui étaient compliqués. On aurait pu faire des moteurs à air comprimé assez rapidement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'Uchronie technologique, c'est la partie Uchronie, en fait, parce que d'un point de vue technologique, j'apprends pas grand-chose, ayant beaucoup travaillé avec, par exemple, le général Lissarag, qui était le fondateur du musée du Bourget. Il m'a pas mal gavé de sciences de l'époque. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu mental de me dire comment je peux faire pour faire apparaître la chose 100 ou 200 ans plus tôt pour que ce soit pile poil au niveau technologique dont j'ai besoin pour mon roman en 1860 par exemple. Parce que si on prend le dirigeable, on a réussi à faire une boucle avec le dirigeable tout à la fin du 19e siècle, capitaine Renard si je me rappelle bien. Les moteurs à vapeur avaient quand même le petit inconvénient de risquer de faire tout péter, donc ça posait quand même des petits soucis également, donc il y a des problèmes de motorisation, mais tout aurait pu apparaître 100 ans plus tôt. C'est juste une question de conjoncture. Par exemple, moi je suppose dans mon roman que Louis XIV n'était pas un bigot, mais un fan de science, et donc du coup ça booste un petit peu. On a Papin qui invente un moteur à vapeur avant tout le monde. Et d'ailleurs, il avait sur le papier, Papin avait essayé de faire un moteur à vapeur. Donc voilà, c'est ce jeu-là qui est intéressant. Jean-Pierre. Pardon ? Denis Papin, pas Jean-Pierre. Ah, je l'avais oublié celui-là. On parle de Denis, hein, oui, bien sûr. Oui. Non, ça pose une question gigantesque qui est celle de pourquoi une trajectoire technique s'impose par rapport à une autre. Bon, sur le dirigeable, je dirais juste un petit mot. Il y a un point très important, c'est qu'avant 1914, les dirigeables, il y en avait beaucoup qui fonctionnaient. L'avion plus lourd que l'air était une trajectoire qui paraissait une trajectoire folle et avec assez peu d'avenir. Et là, à cet égard, la guerre a joué un rôle décisif. C'est-à-dire qu'entre 1914 et 1918, le nombre d'avions plus lourds que l'air ont été considérablement multipliés parce que pour des besoins militaires, ils étaient beaucoup plus commodes et pratiques. Et la guerre réoriente les investissements, les choix politiques en matière de technologie au profit de la puissance. Or, le plus lourd que l'air est une technologie de la puissance par rapport au plus léger que l'air, qui a d'autres avantages, mais qui, en contexte militaire, est peu intéressante. Sur cette question de la fascination pour la machine à vapeur, ça m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup aux conditions d'apparition de la machine à vapeur et à la façon dont elles se sont installées. Parce que la machine à vapeur, c'est pas nouveau qu'il y a une fascination pour la machine à vapeur et qu'il y a en fait, depuis le début, c'est-à-dire que je dirais même, vous savez, Stendhal, dans un de ses romans en 1820, disait que la machine à vapeur était la nouvelle reine du monde, celle qui déterminait le passage d'un monde ancien à la modernité. Alors qu'en 1820, lorsque Stendhal écrit ça en France, il n'y a quasiment pas de machine à vapeur en France. Il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'on a tendance à croire que ce qu'on appelle la révolution industrielle serait née avec la machine à vapeur. Or non, la révolution industrielle n'a pas grand-chose à voir avec la machine à vapeur. Évidemment, il y a des liens, mais elle est plutôt une conséquence qu'une cause de la révolution industrielle. L'accroissement de la production, le développement du capitalisme industriel est davantage passé par la mobilisation de l'hydraulique, par la saturation des cours d'eau en équipement hydraulique, par la mobilisation des animaux, par la mobilisation du travail humain. Et les machines à vapeur sont venues dans un second temps quand les capitalistes avaient accumulé suffisamment d'argent et de capitaux pour pouvoir développer cette technologie qui était extrêmement complexe, fragile, difficile à maîtriser. Jusque dans les années 1830-40, c'est-à-dire quasiment à la fin de ce qu'on appelle la révolution industrielle, de la première révolution industrielle, les machines à vapeur n'ont une place très mineure dans le monde industriel, à part dans quelques zones anglaises où il y avait plein de charbon facilement accessible. Le charbon était tellement coûteux à faire venir qu'on préférait utiliser autre chose. Et en France, par exemple, l'énergie hydraulique était extrêmement mobilisée dans toute une série de secteurs d'activité. Tous les cours d'eau étaient saturés de roues hydrauliques. Il y a un historien qui a une thèse pour expliquer pourquoi la vapeur s'est finalement imposée par rapport à l'hydraulique. Il y a des raisons écologiques et environnementales. L'hydraulique, c'est une énergie qui est intermittente, et donc ça pose des problèmes. Là où les capitalistes veulent contrôler la production au plus près avec une source d'énergie qui est continue, et c'est la grande force de la vapeur, c'est qu'elle permet une production en continu, elle permet de s'émanciper des aléas de la nature, et notamment des périodes d'étiage des cours d'eau. Et il y a une deuxième raison qui me paraît vraiment intéressante à souligner, c'est que
Le problème avec l'hydraulique comme source d'énergie industrielle, c'est que l'hydraulique implique une coordination entre les producteurs le long du cours d'eau. C'est-à-dire que ça nécessite que les producteurs, les fabricants se coordonnent pour la gestion de l'eau entre l'amont et l'aval. Et donc il faut mettre en place des formes de coordination à un moment où le capitalisme libéral se construit sur le principe d'un individualisme. Or, la machine à vapeur permet à l'industriel d'être complètement autonome et indépendant par rapport à sa production en contrôlant une machine qu'il peut démarrer, actionner quand il l'entend sans avoir à se coordonner avec d'autres producteurs. Et ça, c'est... Donc ce serait... Voilà, Alors, dernier point peut-être vite fait, c'est que c'est exactement à ce moment-là aussi qu'apparaît la fascination pour la vapeur. Il faut rappeler que la fascination pour la vapeur est une construction culturelle qui précède, un peu comme avec le numérique, d'une certaine manière, la fascination pour le numérique et les discours euphoriques sur le numérique viennent avant la diffusion des usages. Et la vapeur, c'est pareil. La vapeur, la canonisation de la vapeur, c'est la canonisation de James Watt en Angleterre dans les années 1830, quand les autorités britanniques lancent une grande souscription en Angleterre pour récolter de l'argent pour ériger une gigantesque statue à James Watt, qui devient un héros national. En France, les héros nationaux, c'était les souverains, les grands militaires et les grands écrivains. En Angleterre, les héros nationaux sont les grands inventeurs, parce que la puissance politique de la Grande-Bretagne vient de sa maîtrise de la vapeur et de son industrialisation précoce. Et donc la vapeur va être très rapidement entourée de mythologie, dont le plus grand prophète avant, c'est un philosophe, enfin un ingénieur, chimiste, philosophe qui s'appelle Andrew Ure, que Marx appelait le Pindare de la fabrique, le poète de l'usine. Et Andrew Ure, en 1832, écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la manufacture. 1832, si vous lisez ce livre, Philosophie des manufactures, il y a une célébration de la vapeur, de sa capacité à construire une usine complètement automate. Et il y a une projection sur le futur qui est déjà incroyable, où grâce à la vapeur, on va pouvoir créer une rationalisation complète de la production, un bonheur collectif. Donc ce que je veux dire, c'est que cette histoire de la fascination, et à la fois fascination et rejet pour la vapeur, elle suit toute la progression, toute l'évolution de ce système technique à chacune de ces phases de redéfinition. Et à cet égard, le steampunk est la dernière forme de cette redéfinition du discours sur la vapeur qu'on peut retracer sur 2 siècles. Si juste un petit truc, ça me fait bien rire l'histoire de Watt et de sa statue, parce que ça a dû lui faire une belle jambe vu qu'il est mort ruiné. Hein. Il était mort. C'est-à-dire qu'on l'a construit, on a construit la figure de James Watt comme un héros, alors qu'effectivement, il est mort avant, il était ruiné, il a eu beaucoup de mal à diffuser ses machines, parce que la plupart des gens n'en voulaient pas, jusque très tardivement. On préférait des manèges de chevaux à des machines à vapeur jusque dans les années 30, parce que ça coûtait beaucoup moins cher à installer, c'était beaucoup moins dangereux, ça n'explosait pas, on n'était pas dépendant d'une ressource qu'il fallait faire venir de loin. Il y avait plein de raisons objectives qui faisaient que la machine à vapeur était une technologie assez compliquée. Et c'est là que le deuxième héros de la vapeur, c'est le pasteur Stirling. Parce que lui, ces machines qu'on utilise encore aujourd'hui dans les groupes électrogènes, d'ailleurs, ça explose pas. Et c'est une machine à vapeur captive, quoi. Donc c'est peut-être moins sexy pour faire des romans. On verra, j'essaye d'en caser un dans le 3e volume du Baron Noir, pub. Alors, il y a quelque chose dont on a peu parlé, mais je pense que dans la séduction du steampunk, il y a aussi la fascination pour l'esthétique victorienne, et qu'on retrouve dans des romans qui, à ma connaissance, n'ont rien à voir avec le steampunk, comme L'Âge de diamant de Kim Stanley Robinson. Mais alors sinon, pour revenir là sur la discussion, alors, moi, effectivement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est de savoir, c'est une question qui a été soulevée tout à l'heure, pourquoi il y a des technologies qui sont inventées à un moment et pas à un autre, enfin, à un moment tard alors qu'elles auraient pu être inventées plus tôt, compte tenu des connaissances et des moyens techniques dont disposaient les gens à un moment. Moi, je m'étais posé cette question avec un groupe de réflexion que j'animais à l'école normale qui s'appelait Science-Fiction, Philosophie. Et j'étais partie de Mendel. Donc Mendel, inventeur des lois de l'hérédité, il découvre, enfin inventeur, il découvre les lois de l'hérédité au milieu du 19e siècle à partir de la culture et de l'observation scientifique des petits pois et de variétés de petits pois. Petits pois à la vapeur ou... Peut-être après pour s'en faire à la vapeur. Et en fait... alors, je vous épargne une partie de la réflexion, parce que j'avais d'abord réfléchi... Non, il y a une première chose, c'est que Mendel trouve ça donc, au milieu du 19e siècle,
mais c'est un abbé perdu au fin fond de la Bohème-Moravie. Et pour simplifier, personne n'entend parler de cette découverte fondamentale. Et c'est seulement 50 ans plus tard, quand elle est redécouverte, que finalement la paternité lui est attribuée. Et du coup, il y a une première question uchronique que je me posais, c'est parce qu'en fait, il fait sa découverte en même temps que Darwin publie L'origine des espèces. Donc, que serait-il arrivé si il y avait eu conjonction dès le milieu du 19e siècle de la découverte des lois de la sélection naturelle d'un côté et des lois de l'hérédité. Synthèse qui du coup a eu lieu beaucoup plus tard. Mais du coup, une autre question que je me suis posée, c'est, mais finalement, les techniques qu'emploie Mendel pour découvrir cela, en quoi elles se distinguent des techniques dont disposait déjà Aristote, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est le père de la biologie. Et c'est pour moi encore une question qui n'est pas tout à fait résolue. Disons, pour moi, c'est une question d'histoire des sciences qui est ouverte. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on découvre quelque chose en science ou qu'est-ce qui fait qu'on découvre une technique. Il y a à la fois des conditionnements techniques et des conditionnements représentationnels. Et là, du coup, la discussion qu'on vient d'avoir m'a donné une idée, parce que on l'a dit tout à l'heure, enfin en tout cas moi c'est la thèse que je défends, je pense qu'il y a dans la machine steam, dans la machine à vapeur, quelque chose de spécifique qui est qu'elle a sa source d'énergie en elle-même. Et ça la distingue, je pense, je vérifie auprès de l'historien, de fait des premières machines de la révolution industrielle, qui sont les machines à tisser, qui sont encore des machines actionnées par l'énergie humaine. Or, la grande distinction qu'Aristote fait dans son livre de la nature entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel, c'est précisément le fait que ce qui est naturel, ce qui relève de la physis en grec, c'est ce qui a la source de son mouvement en soi. Et c'est la définition aristotélicienne. La nature, la chose naturelle, c'est ce qui a le principe de son mouvement en soi, et la chose artificielle, c'est ce qui a son principe de mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire chez l'homme. Et donc on peut très bien imaginer que la force de ces représentations, même si ça paraît très abstrait, a fait qu'on était dans l'impossibilité intellectuelle, alors qu'on en avait les moyens techniques, jusqu'à ce qu'il y ait eu la révolution scientifique au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui met à bas le système aristotélicien. On était peut-être en fait dans l'impossibilité intellectuelle de créer en fait des machines artificielles qui aient en même temps leur source d'énergie en elles-mêmes, puisque c'était contradictoire avec Aristote. Si tu veux rajouter quelque chose de bref, ou Oui, sinon on va essayer d'évoluer vers d'autres technologies. Oh non, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps que ça. Non. Comme tu veux. Non, mais la question, je m'interroge sur ce que tu viens de dire, parce que la machine à vapeur est le moteur humain. Mais en fait, c'est deux sources d'énergie extérieures. L'homme, d'une certaine manière, est un moteur qui utilise un combustible qu'on appelle de l'alimentation pour produire de la force afin de mettre en action une machine comme un métier à tisser. La machine à vapeur utilise un autre combustible qu'on appelle du charbon pour mettre en action le métier à tisser. Et donc, c'est pas tant un changement ontologique dans la nature de la machine. Il me semble que là, surtout, une substitution de convertisseurs énergétiques qui va avoir toute une série de conséquences, d'effets sociaux, environnementaux. Voilà, donc c'est peut-être une petite nuance que... Non, parce qu'on fait quand même la différence entre l'outil et la machine. L'outil est actionné par l'homme, la machine, la locomotive, en tout cas de l'extérieur, je suis d'accord que ontologiquement c'est peut-être pas la même chose, mais la locomotive, ce qui est fascinant, c'est qu'elle avance toute seule. Il n'y a pas quelqu'un qui la pousse, il n'y a pas quelqu'un qui la tire comme le carrosse qui est tiré par le cheval. Alain ou Olivier, je voudrais savoir si, à votre avis, il y a d'autres uchronies technologiques possibles que le steampunk. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser à d'autres ruptures dans le passé technologiques qui mèneraient à un autre monde? Il y a des exemples, on commence à classifier le dieselpunk. Non, mais bien sûr, c'est ce qui est marrant, c'est que pour moi, il y a des effets quand même de mimétisme ou de viralité dans les thèmes, les modes et les enjeux qu'il y a dans l'imaginaire. Malheureusement, moi je trouve que la fantaisie justement est trop saturée de ces espèces de mèmes propres à la création. Le steampunk a absorbé, siphonné, vampirisé un peu le principe de l'Uchronie, mais il y aurait absolument des tas de chants hyper rigolos, hyper marrants à mettre en place, ne serait-ce que sur la voiture, ne serait-ce que sur
On en parlait à midi sur le smartphone, sur l'ordinateur, il y a plein d'Uchronie qui seraient jouables à partir des technologies quotidiennes que nous, on utilise vraiment. Et on commence à voir des romans, où, par exemple du Da Vinci Punk ou quelque chose comme ça, où on pousse la technologie de Léonard de Vinci beaucoup plus loin. Donc la vapeur n'existe pas, la vapeur n'est pas découverte. Et les machines d'aujourd'hui, c'est des ailes volantes à la Léonard de Vinci et des choses comme ça. J'étais tombé en cherchant justement sur l'histoire de l'aviation, j'étais tombé sur un blâme que l'Église catholique avait fait au XVIe ou XVIIe siècle à un moine qui avait fait 300 mètres en vol plané en sautant du clocher et il s'était cassé le bras à l'atterrissage. Et il avait eu un gros blâme avec interdiction de sortie, etc., pour avoir joué au casse-cou. Et point. C'est-à-dire que le fait qu'il ait fait le couillon avec son aile, l'aile, elle est passée complètement à la trappe. Et comme il n'y a pas eu de communication, le problème de l'Uchronie technologique, c'est que si on ne veut pas tricher, ça ne marche pas bien parce qu'il y a des tels gros problèmes de communication autrefois. C'est qu'un truc aussi énorme est resté dans le village où ça a eu lieu et c'est ressorti qu'il y a 50 ans, quoi. Donc même si le gars s'était pas cassé le bras et qu'on lui avait félicité, ça serait peut-être complètement mort-né. L'Uchronie, faut en fait réussir à expliquer comment ça fait pour avoir un succès alors que personne n'en entend parler. Et on a le même problème pour Alexandrie avec sa vapeur. Alors Alexandrie, la seule invention qui a priori, enfin les deux inventions qui ont bien marché, qui ont donné des petits, c'est des tours de siège et des trucs comme ça, parce que ça, il y avait un vrai débouché commercial à l'époque. Et puis l'orgue, parce qu'il y avait aussi un grand débouché commercial à l'époque, parce que les jeux, il fallait faire de la musique. Mais si on ne trouve pas un prétexte pour avoir le débouché commercial, des trucs absolument révolutionnaires comme le vol plané plus lourd que l'air au XVIe ou XVIIe siècle, je ne sais plus trop, ça ou rien, c'est pareil, il ne se passe rien. Donc pour moi, le vrai problème, c'est pas l'invention, c'est comment on fait pour justifier le fait qu'elle marche, qu'elle prend dans la société. Et en fait, je trouve ça même plus amusant que tripoter l'invention en elle-même. Une des explications qui est donnée pour dire pourquoi, alors qu'on était quand même très avancé dans le domaine des sciences, pourquoi l'Antiquité finalement à un moment s'est arrêtée. Et une des explications qui est avancée, c'est de dire parce que l'esclavage était largement répandu et qu'on n'avait pas besoin en fait de machines sophistiquées, puisque le travail qu'on fait aujourd'hui ou qu'on a fait faire à partir du 19e siècle par les machines, il était assuré par des esclaves qu'on payait pas, qui revenait moins cher. Tu imagines une uchronie technologique où donc le monde d'aujourd'hui avec encore plus d'esclaves qu'à l'époque, tu t'amplifies On la pourrait chose. imaginer que pourquoi pas, si l'esclavage est rétabli comme le mouvement est en train de prendre progressivement forme, peut-être qu'on pourrait imaginer à ce que ça aboutisse à une décadence technologique. Une guerre de sécession qui a lieu parce que le Nord invente des robots pour remplacer les esclaves du Sud. Waouh. Ok, Bleu Baron Noir 4. Non, c'est pas la bonne époque. Non, ça va pas. Il y a un autre mouvement qui, dans la littérature qui prend un petit peu d'ampleur, qu'on peut appeler le diesel punk, je crois, qui est donc de pousser la technologie d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc le chrome, les belles bagnoles, les jukebox, les frigidaires, les choses comme ça. Est-ce que vous pensez bon, clairement le steampunk est le plus fort, mais il y a quand même des rebonds comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? C'est-à-dire, est-ce que la technologie d'aujourd'hui va être l'Uchronie technologique de demain? Et peut-être dès maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut écrire une Uchronie technologique à base de, je sais pas moi, de technologies pré-internet, de Minitel, de téléphone, de choses comme ça? Alors pour les plus jeunes, le téléphone, c'est pas ça, hein, c'est un truc avec un fil et ça ne sert qu'à téléphoner. J'en ai aucune idée, mais juste un petit mot. Ce qui est fascinant dans le steampunk, alors le dieselpunk, je n'avais jamais entendu parler, mais ce qui est étonnant, c'est que le steampunk est devenu un genre dominant, vous l'avez tous dit, à un moment où la combustion du charbon devenait de plus en plus scandaleuse et c'est exactement contemporain de la montée en puissance de la question du réchauffement climatique.
Donc moi j'y vois, donc le steampunk c'est quand même une exaltation de la vapeur et d'une société où la combustion du charbon serait à la base de tout notre environnement et tout notre monde technique, à un moment où le charbon faisait l'objet d'un rejet croissant et d'une recherche effrénée de trajectoires alternatives par le nucléaire, par les technologies dites douces, par les technologies renouvelables. Et donc on pourrait dire que le steampunk c'est une forme de... C'est une forme de paradoxe, ou c'est une forme de moment aussi qui correspond à la fin du XXe siècle où il y a une perte des repères, une disparition d'une vision linéaire de l'histoire qui avancerait dans le sens d'une amélioration progressive et continue. Là, le steampunk, c'est une sorte d'acceptation d'un arrêt de la technologie à un moment où elle était la plus sale, la plus dégueulasse. Je veux dire, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire que le rendement énergétique des machines à vapeur est à cette époque particulièrement déplorable. Il faut une quantité astronomique de charbon pour faire tourner les machines à vapeur, pour faire tourner les chemins de fer, pour faire tourner toutes les usines. C'est l'époque où on construit des cheminées d'usines qui font 200 mètres de haut parce qu'on pense qu'on va rejeter les fumées très loin pour empêcher les problèmes de pollution. C'est l'époque où apparaissent les problèmes de pollution. C'est l'époque aussi où apparaissent les... Je pense que en fait, c'est notre propre désarroi contemporain face à nos impasses énergétiques qui amène toute une série d'auteurs à construire de la pure fantaisie, quoi, d'une certaine manière. Peut-être pour... je ne vais pas tomber dans de la psychologie de comptoir, mais peut-être pour, je sais pas, pour essayer de contourner nos peurs, pour essayer de les domestiquer d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois que c'est un point important. Mais on pourrait très bien imaginer des uchronies technologiques qui seraient inverses des uchronies technologiques écolos. Hein. D'ailleurs, il y en a eu déjà dans les années 70 des utopies technologiques où on s'arrête à des technologies extrêmement douces, on redécouvre une sorte le moteur animal pour certains types d'usages, on imagine des formes d'hydraulique, d'éolien dans toute une série de domaines. Donc voilà, il y a une tension entre peut-être une uchronie qui serait une uchronie écolo et une uchronie prométhéenne qui serait le steampunk. Ouais, Alain, il y a l'embryon de ça dans la Horde du contournement. Tu te vois écrire une uchronie éolienne mais ouais, c'est... Enfin, la Horde, dans un sens, moi je peux ça une achronie au sens où j'essaye d'arracher toute dimension temporelle, c'est-à-dire j'essaye de ne pas placer ça dans un cadre historique du tout, c'est-à-dire on est dans une sorte d'intemporalité, on ne sait pas d'ailleurs où la planète se situe non plus. Et j'aime bien ce côté immémorial, intemporel, et il me semble que ça donne une sorte de dimension moins inscrite, moins périmable aussi. Donc, mais dans la Horde, moi j'avais essayé de faire quelque chose en me disant je voulais un monde non électrique, donc a priori médiéval, a priori assez ancien, et en même temps qu'une technologie ait été hyper développée. Parce que c'est une planète de vent, donc j'ai développé effectivement la technologie éolienne au maximum. Et d'avoir ce couplage un peu bâtard où on pousse à fond, où on est très très en avance d'un point de vue technologie éolienne, on est dans la SF, quoi, vraiment d'anticipation techno là-dessus, et le reste, on est sur finalement des modalités qui sont quasiment médiévales. Et j'aimais bien ce couplage un peu bâtard, un peu hybride. Je trouvais ça intéressant plutôt que d'être juste vraiment dans l'Uchronie ou juste dans l'anticipation. Mais là, tu parlais des Uchronies de l'époque. Moi, quelque chose que j'aimerais faire là... et fondé sur ce qui se passe maintenant, c'est l'arrivée de la voiture autonome. Là, je vous raconte une petite histoire complètement débile, mais qui m'a bien fait rire. J'étais en Corse là, il y a une semaine, et puis on conduisait... Moi, je conduis pas, donc c'est ma femme qui conduit. On était dans les routes de Corse. À un moment donné, elle me dit « C'est fatigant ces routes, je suis stressé et tout, parce que les Corses, ils conduisent au milieu. Donc, à chaque virage, j'ai l'impression que je peux me prendre un Corse dans la gueule ou faire 14 tonneaux avec les gamines derrière et tout. » Et elle avait la pression qu'on peut avoir en bagnole, effectivement, de la conduite libre qu'on a tous quand on sait conduire une bagnole. Et on est en train de nous vendre la voiture autonome aujourd'hui sur l'idée de la sécurité. La voiture autonome sera plus sécuritaire que l'autre. Et j'ai l'impression que très vite, ils vont réussir à nous mettre en tête, culturellement, que conduire de façon libre, émancipée, en tant que maître de sa propre voiture, et prendre des risques colossaux, quoi, est une sorte de liberté scandaleuse, irresponsable, et qu'il faut vite aller à la voiture autonome, etc. Donc ça, j'aime bien si l'Uchronie fonctionne sur ces moteurs-là, en disant, voilà, quelque chose qui, culturellement, aujourd'hui nous paraît complètement normal, c'est-à-dire conduire sa propre bagnole, même s'il y a 3000 morts par an en France, etc. C'est quand même un élément de liberté fabuleux. On va en faire quelque chose qui relève de l'irresponsabilité, de la prise de risque, de quelque chose de flippant, de sauvage, de rebelle. Et je vois bien une Uchronie qui, justement, mettra en scène juste des gens qui conduisent une bagnole comme l'incarnation de l'irresponsabilité
des nouveaux punks, si tu veux, du futur dans juste 20 ans, quoi, tu vois. Et c'est très possible que dans 20 ans, ça paraisse un acte punk total, comme aujourd'hui, conduire sans ceinture de sécurité, ça apparaît comme le comble du punk, alors que mon père a jamais mis une ceinture de sécurité de sa vie, quoi, tu vois. Et pas attacher ses enfants derrière, alors là, c'est comme si on gravait avec un couteau irresponsable sur le front, quoi, tu vois. Et ces modifications culturelles, elles sont intéressantes à être traitées en uchronie. Parce que là, tu fais sortir des traits de l'époque qui sont plus vus ou qui deviennent des normes naturelles qu'on n'arrive plus à questionner, quoi. Donc ça, j'aime bien l'utiliser sur des axes comme ça. Oui, en fait, je pense que dans des univers avec des technologies alternatives, il y a toujours des auteurs, il y a toujours eu depuis un siècle, en gros, que la science-fiction existe, il y a toujours eu des auteurs pour avoir une nouvelle, un roman qui fait ça. Et le steampunk, à partir du moment où le mouvement est né, il y a eu, quand on a cherché dans les cartons, on a retrouvé en fait des œuvres qu'on désigne comme du proto-steampunk qui faisaient déjà un petit peu ça. Le mystère un petit peu, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe et ça ne concerne pas seulement le steampunk, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe d'œuvres singulières qui sont juste une idée qu'a eu un auteur à quelque chose qui va faire genre, à quelque chose dans lequel des gens vont se reconnaître, les œuvres vont se multiplier, elles vont se répondre. Et pour le steampunk, c'est pas seulement dans la littérature, et je pense que ça c'est important. Ce qui fait le steampunk, à mon avis, c'est pas seulement le steam, même si c'est dans le titre, parce qu'on a beaucoup parlé des machines à vapeur, mais c'est vraiment dans l'esthétique, dans l'esthétique, je l'ai déjà suggéré, mais victorienne. Et dans le fait que le steampunk, c'est aussi un mouvement artistique. Et ça existe, le steampunk comme genre existe aussi parce que c'est un pôle de reconnaissance qui est bien plus large que la littérature et qui concerne des formes d'art contemporain, des formes d'art plastique. Et je pense aussi qu'il faut mettre en lien le steampunk avec le cyberpunk. C'est-à-dire que le cyberpunk aussi, qui est apparu au début des années 80 et finalement pas à peine plus tôt que le steampunk. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins les mêmes auteurs en fait qui passent du cyberpunk au steampunk. Le cyberpunk prend racine aussi parce que c'est pas seulement un mouvement littéraire. Il y a déjà une œuvre cinématographique majeure qui est Blade Runner, qui assoit le cyberpunk avec Neuromancien de Gibson. Et après, il y a tout un mouvement culturel qui se met en place. Voilà, donc est-ce qu'après, d'autres technologies ont les moyens ça, c'est quasiment impossible à dire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres types d'arrêts sur image technologiques qui vont pouvoir donner naissance à un mouvement culturel où des gens vont pouvoir se reconnaître en communauté? Voilà, ça. Je me dis, ça ne tient pas seulement à la partie technologique, quoi. Ouais. Comme le temps passe, j'aimerais prendre le temps de prendre quelques questions dans l'assistante, s'il y en a. Bonjour. Alors ma question est celle-ci. Une civilisation se définit par une esthétique, une langue, une idéologie et une énergie. Et l'Empire romain, s'il a disparu, c'est parce qu'il y avait un problème d'énergie solaire, c'est-à-dire l'agriculture. Il y avait des limitations géographiques entre le Sahara et l'Atlantique. Donc ce sont des causes énergétiques. Et le steampunk, nostalgie en fait. Nostalgie d'une Europe qui était puissance, qui dominait le monde, l'Europe victorienne évidemment, un petit pays, l'Angleterre, qui domine tous les continents, qui domine avec son esthétique, avec son industrie et évidemment ses machines à vapeur. Donc en fait, actuellement, je pense que certains ont peut-être le sentiment de mourir avec leur civilisation. Et n'a-t-on pas la nostalgie de la puissance occidentale qui dominait le monde? Merci. Est-ce qu'il y a une composante nostalgique Dans ce que j'écris, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas extrêmement nostalgique, mais j'utilise la nostalgie pour montrer la République triomphante Enfin, moi, j'ai allongé la Seconde République. Hein. J'ai trouvé qu'elle était un peu courte, comme elle était en vrai. Donc, je l'ai un peu étirée. Et donc, je fais une Seconde République triomphante où, franchement, c'est quand même plus sympa que le marasme total économique. Hein. Donc, ça permet d'avoir quand même un contexte où, justement, les inventions sont florissantes, Enfin, c'est vrai qu'on préfère un steampunk du marasme économique, remarqué. Ça pourrait changer. Non,
Non, mais il y a à la fois une nostalgie, effectivement, moi je pense dans l'inconscient collectif, et vous avez complètement raison de le souligner, des puissances coloniales françaises et anglaises, et en plus, souvent ça se situe 1890, exposition coloniale, etc. C'est assez intéressant de le voir. Mais il y a aussi la nostalgie, comme tu le dis, d'un moment d'explosion technologique, de puissance de déploiement technologique qui est extrêmement enthousiasmante. Quand tu vois le mouvement futuriste, on n'en a pas parlé en 1920, c'est une fascination complètement hallucinante pour la vitesse, pour cette technologie nouvelle. Et ça, c'est des choses qu'on a perdues. C'est-à-dire que, ok, on a aujourd'hui tout un déploiement technologique très fort, etc., autour de petits objets quotidiens, mais il n'y a pas cette espèce de puissance collective que ça avait à l'époque. Et je pense qu'on a une sorte de nostalgie voilà, de quelque chose qui est encore une fois ascensionnel, qui pousse, qui se déploie, alors que nous, on est quand même dans une phase, malgré l'espèce de sporulation technologique, dans une phase de déclin, ou en tout cas, on se perçoit en Occident comme dans une phase de déclin et de marasme. Donc il y a technologie, il y a la nostalgie de cette ascension, en tout cas, à mon avis. On est un peu blasé technologiquement. Oui. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, je ne sais même pas si c'est vrai, mais que l'une des raisons du succès du steampunk est liée au fait que c'est contemporain de la naissance de la science-fiction. C'est le steampunk, c'est l'imaginaire de Wells, de Jules Verne, et qu'il y a une espèce aussi, voilà, c'est un second souffle qu'on va chercher dans l'imaginaire des inventeurs de la science-fiction. C'est le monde dans lequel ils vivaient, tel qu'ils se le représentaient. Quand on fait du steampunk, on renoue aussi avec les machines de Jules Verne aussi. Voilà. C'est peut-être même la première science-fiction, en fait, le steampunk. Enfin, oui, voilà. Oui, en fait, d'une certaine façon, c'est ça. Enfin, on peut penser à Paris au XXe siècle, qui est un bouquin de Jules Verne qui n'a pas réussi à publier à l'époque, qui était un bouquin de science-fiction qui ressemble pas mal à ce qu'on peut faire en steampunk aujourd'hui. Et même avant Paris au XXe siècle, le livre d'Émile Souvestre, qui s'appelle Le monde tel qu'il sera, qui est souvent dans les histoires de science-fiction considéré comme le premier, c'est publié en 1846. Il imagine le monde en l'an 3000 où la vapeur est partout, parce qu'à l'époque c'était la fascination pour la vapeur, et donc il imagine le monde futur qui est modelé par la vapeur. Mais c'est fascinant, c'est-à-dire que la vapeur permet d'élever les gamins, donc c'est vrai que c'est fondateur même de l'origine et du développement de la science-fiction. Et alors juste un petit point, évidemment c'est clairement la question de la nostalgie, d'autant plus que le steampunk comme genre apparaît au moment où s'engage à la fois la fin des empires coloniaux, la désindustrialisation, donc la disparition des usines qui ont fait cette force de la vapeur, et c'est contemporain, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est à ce moment-là qu'on réinvente un monde fantasmé du 19e siècle industriel, donc évidemment c'est complètement lié. Après il faudrait voir, le steampunk c'est plutôt d'origine nord-américaine, c'est-à-dire que ça apparaît au moment aussi où apparaît l'informatique, et ça arrive dans un second temps plutôt, mais là je ne suis pas tout à fait sûr, je ne suis pas spécialiste, mais ça arrive plutôt dans un second temps en Europe. Et donc cette question de la nostalgie, la relation à l'impérialisme et à la puissance européenne, elle est ambiguë, parce que c'est aussi un genre nord-américain. Mais c'est une vraie question. Alors dans ces cas-là, même si on peut aussi faire le parallèle avec la fantasy. Parce qu'il n'y a pas que des auteurs américains qui sont des auteurs de fantasy, mais un des grands auteurs contemporains, qui est George Martin, c'est quand même un Américain. Et donc il y a peut-être, on peut aussi, si on va dans ce sens-là, ça relève peut-être aussi d'une fascination un petit peu exacerbée du Nouveau Monde pour sa propre histoire européenne, soit à travers le monde médiéval, soit à travers un autre moment important qui est celui de la charnière entre le 19e et le 20e siècle. On va prendre d'autres questions, s'il y en a. Bonjour. Là, je vois que depuis tout à l'heure, on est resté bloqué sur le steampunk et le fait que la technologie soit figée sur la vapeur. Mais dans l'Uchronie technologique, j'ai lu un bouquin qui s'appelle De peur que les ténèbres, où on raconte l'histoire d'un archéologue qui est renvoyé à l'époque, à la fin de l'Empire romain, au moment où les Goths ont conquis Rome, et qui, pour éviter l'âge des ténèbres qu'est le Moyen-Âge, fait évoluer plus rapidement l'humanité en apportant différentes technologies, la presse, le journalisme, l'arbalète, je crois, aux Goths, qui peuvent ainsi défaire Bélisère et éviter 1000 ans d'obscurantisme. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de l'Uchronie technologique, le fait d'avancer, d'accélérer l'acquisition des savoirs, plutôt que de changer totalement l'histoire du monde ? Ouais, il y a quelques romans là-dessus. Il y en avait un où c'est des Templiers qui récupéraient des armes
laser et permettait de défaire à peu près tout le monde d'ailleurs assez facilement et s'en servait pour créer une civilisation du 21e siècle en plein Moyen-Âge. Oui, donc forcément, c'est une uchronie technologique. Après, derrière uchronie, on peut mettre plein de choses. Personnellement, je préfère éviter de tricher en amenant des extraterrestres et de la magie, comme ça se fait, donc je ne le ferai pas. Mais techniquement, oui, c'est une uchronie. Si jamais on décide que les Martiens nous laissent des artefacts puissants 200 ans avant Jésus-Christ et que ça nous permet d'accéder à l'espace à bord de galions en bois, oui, c'est de l'uchronie technologique, a priori. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me plaît bien, ton histoire de galion en bois. Là. Non, mais en fait, je pense que du coup, ça soulève une question intéressante et qui est un peu en miroir parce que est-ce que c'est de ce qu'on disait, est-ce que c'est du mouvement interne ou est-ce que c'est du mouvement externe? Je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt une réflexion sur le progrès de l'humanité. Et donc, il y a des moments clés qui sont ce qu'on appelle dans théorie de l'Uchronie les points de bifurcation. Et donc, on peut avoir l'impression, quand on est historien, qu'il y a eu des moments où ça a pris une direction, mais c'est un peu la théorie du chaos qui domine, ou l'effet papillon, et que ça tenait à peu de choses que ça prenne une autre direction. Et je pense que vous, et un certain nombre de personnes, ça va plutôt être cette réflexion en fait, sur l'histoire de l'humanité et le rôle fondamental que le progrès technologique a dans l'histoire de l'humanité qui les intéresse. Après, si on imagine un univers où effectivement il y a un Deus ex machina qui arrive en l'espèce d'extraterrestre et qui fournit une technologie, ça peut être intéressant ou drôle, enfin ça peut présenter tout un tas de vertus, mais du coup voilà, ça n'a pas cet aspect de réflexion sur qu'est-ce que c'est cette humanité qui invente des technologies au cours de son histoire. C'est pas le même exercice, mais c'est vrai qu'on peut trouver un intérêt à se demander ce que ferait l'Inquisition avec l'électricité, par exemple. Hein, ça pourrait être pas mal. C'est une idée de fiction. Je pense Alors, que oui, d'autres tortionnaires ont apporté la réponse. Je voudrais aussi ajouter quelque chose parce que tout à l'heure on parlait d'histoire de la science-fiction et j'ai rappelé Jules Verne, etc. et Wells, mais il y a un petit paradoxe intéressant, c'est que la mère de la science-fiction, c'est Mary Shelley qui publie en 1818 Frankenstein. Et la source d'énergie de base, c'est déjà l'électricité, hein, puisque Frankenstein utilise l'électricité pour donner vie à Frankenstein. Donc on n'a pas... Enfin, l'électricité, on l'avait découvert avant quand même. Et donc on aurait pu... Finalement, pendant tout le 19e siècle, il n'y a pas tellement de suite à ce rôle de l'électricité. Et il faut attendre finalement qu'on invente véritablement, parce qu'on connaissait l'effet de l'électricité, mais il a fallu encore attendre un peu pour qu'on invente des machines électriques à partir desquelles construire des artefacts et entrer dans une nouvelle civilisation. Oui, mais la pile de Volta est antérieure, et dès les années 30-40, on fait les premiers usages industriels de l'électricité, notamment pour la dorure sur métaux, avec un système d'électrolyse, enfin on ne rentre pas dans les... Donc l'électricité existe aussi, c'est vrai, en permanence en parallèle. Mais souvent dans les œuvres steampunk, il y a de l'électricité, mais c'est ça, elle prend simplement pas le pas. Mais on peut pas. Elle fait pas de véhicule, elle fait pas de. Oui. Et puis c'est toujours cette ambiguïté, opposer l'électricité à la vapeur ou opposer l'électricité au charbon, c'est paradoxal parce que l'électricité, c'est juste une manière de conduire dans l'espace une source d'énergie d'un point A à un point B. Mais le point A, la vapeur peut être à l'origine de la fabrication de l'électricité. Donc il ne faut pas opposer les deux sont plutôt complémentaires. Oui, et puis il y a la technologie du moteur à explosion aussi qu'on n'a pas évoquée et qui là fait quand même la grosse différence entre les technologies de transport à la vapeur et les technologies de transport avec une autre source d'énergie. Je pourrais prendre une dernière question. Leur tour. Allez, bon. Encore moi, oui. Alors, bonjour. Juste petite note, en fait, par rapport au steampunk dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Il me semble qu'il y a un détail qui a été évoqué seulement par Sylvie, qui était effectivement la composante esthétique, qui me paraît quand même être une des principales caractéristiques en tant que fan du truc. Et ce que j'ai beaucoup entendu aujourd'hui, c'est surtout une espèce de glorification d'un passé impérial, d'une glorification du charbon. Et je pense que c'est vraiment pas le plus important pour la plupart des fans. Mais dans le nom même, steampunk, dieselpunk, gatepunk, medipunk, il y a toujours un mot qui revient étrangement. Punk. Do it yourself. C'est, je pense, une part assez importante de cette nostalgie.
c'est pas tellement de glorifier un type de technologie, mais une technologie qu'on peut manipuler nous-mêmes. Ma première bagnole, je pouvais ouvrir le capot, mettre les mains dedans, la réparer, et elle roulait de nouveau. Vous ouvrez le capot de votre bagnole aujourd'hui, vous êtes bien emmerdé. Et c'est plus ça, je pense, avec une esthétique effectivement victorienne, sans parler des rouages, etc., qui ont un charme qu'on n'a plus aujourd'hui. On a perdu cette esthétique, on a quelque chose de très carré. Et je pense que c'est une composante fondamentale dont on n'a malheureusement pas parlé là. C'est pas malheureux parce que le titre de la conférence n'était pas le steampunk, c'était l'Uchronie technologique. Oui, mais tu as raison, et effectivement Sylvie l'a soulevé. Je pense que une des raisons du succès du steampunk, c'est précisément pas le côté technologique, mais effectivement le côté esthétique. D'ailleurs, il y a débat à 17h. Débat à voilà. 17h sur le sujet, donc Reviens à on en 17h reparlera à ce moment-là. Voilà, il est malheureusement 2h, je dois clore ce débat. Je vous informe que la plupart de nos auteurs seront en dédicace maintenant, je crois, si vous voulez les suivre. Et remercions-les chaleureusement de leur éclairage.